Bonjour, alors nous arrivons aujourd'hui à la 10e leçon, donc les dernières 4 leçons qui vont marquer la fin de cette année, trop vite passée, consacrée à un écrivain si important que, évidemment, et en plus à une seule de ses œuvres, mais j'espère qu'à travers cette œuvre qui est tout à fait atypique d'un certain côté dans l'ensemble de son œuvre littéraire. J'espère que vous aurez pu déjà vous apercevoir de quelques enchaînements, justement pour reprendre ce terme majeur que j'essaye de suivre à la trace au long de toutes ces leçons. Donc nous avons vu à la leçon précédente comment Saikaku avait consacré le 5e livre de son Grand Miroir des Galanteries à des situations compliquées, faites de faux semblants et de retournements, aboutissant à des fins heureuses ou d'un cynisme insupportable, de prétendus amoureux menteurs, des mendiants se faisant passer pour Chinois, histoire agrémentée de ces innombrables vignettes dont notre romancier a le secret, des scènes de la vie quotidienne esquissées à traits rapides, l'équivalent en prose de ces haikai où il était passé maître. Et aussi dans le style même. J'ai déjà fait plusieurs fois allusion. Vous verrez encore aujourd'hui dans les extraits que je vous donnerai des fragments vraiment de haïku qui caractérisent son style, encore une fois sans entrer dans les détails, où les phrases nominales sont très importantes, ce qui est à mon sens un héritage du procédé des haikai. Comme un plaisir, il soulignait l'aspect impitoyable et interdit aux sentiments de la plus commune humanité de ces situations, en insérant dans cette description des allusions explicites aux doctrines bouddhiques, dont les dogmes les plus connus semblaient servir de balise à cette voie de la sensualité qu'il posait comme une caricature de la voie bouddhique, une contre-voie menant à la perte de celui qui la pratique. Et nous en verrons encore des échos aujourd'hui. Au 6e livre, nous retrouvons une assez forte préoccupation des choses de la religion et de l'autre monde. Nous en extrayons ici 3 exemples, qui, chacun à sa façon et dans une dimension particulière, vous verrez qu'ils sont très, très variés dans leur teneur religieuse, témoignent des liens n'est-ce pas, yukari, que Saikaku discerne dans ce monde flottant, le ukiyo, qui est aussi, ne l'oublions pas, le monde sinistre, ukiyo, de la poésie bouddhique médiévale. Le premier chapitre est intitulé Les divertissements du nouveau palais des dragons. Vous voyez, Shinryugu no Yukyo, entre parenthèses, Ryugu, le palais, enfin on peut prononcer Ryukyu ou Ryugu, ici c'est Ryugu, n'est-ce pas, le palais des dragons, la lecture bouddhique. Vous savez que le satellite japonais qui a récemment rapporté de la matière d'un astéroïde est appelé justement Ryugu. C'est une image du Sutra du Lotus que nous retrouvons chez Saikaku. Vous voyez la permanence de ces facteurs bouddhiques et littéraires au Japon. Donc ces divertissements du nouveau palais des dragons, toponyme, n'est-ce pas, qui selon le commentaire nom d'un lieu de Fuji Akio, s'inspire de la villa d'un riche tailleur qui s'était installé à Kyoto pour se consacrer au haikai, justement, en prenant l'habit religieux. Vous savez très bien que l'activité poétique et la vie religieuse, semi-religieuse, érémitique sont liées dans le Japon prémoderne. Et parfois, d'ailleurs, l'idée de retrait du monde, de inkyo, dans l'activité poétique était présente jusqu'à l'époque, jusqu'au milieu du XXe siècle. Un peu trop extravagant, ce riche tailleur, il fut ruiné et dut retourner à Edo. Hormis les inévitables digressions proches du commérage auxquelles Saikaku ne peut s'empêcher de se livrer, le chapitre est relativement cohérent. Il est consacré pour la plus grande part à une seule histoire. Nous remarquons, sans entrer dans les détails, qu'il est encadré au début et à la fin par de brèves citations de poèmes chinois, dont l'une provient du Chant des longs regrets, le Chogonkan, n'est-ce pas ? N'entrons pas dans les détails de ces citations ici, cela n'est pas essentiel pour notre propos, mais arrêtons-nous plutôt sur le titre. Vous verrez donc que ces citations chinoises et le titre nous rappelleront quelque chose, je le redirai à la fin.
En effet, derrière le nom de la villa du tailleur, il y a bien sûr l'évocation du palais des dragons, Tatsunomiya, Ryugu, où se trouve, l'on s'en souviendra, la fille du roi des dragons, Ryugu Nyo, du chapitre 12 du Sutra du Lotus, Daibadatta-hon, qui a été convertie, cette fillette, puis a atteint l'état de Bouddha grâce à la prédication du sutra que lui fit le bodhisattva Manjusri, Monju Bosatsu. Je ne reviens pas non plus sur cet épisode illustre entre tous et dont on se souvient qu'il est en toile de fond de la rencontre du prince Genji avec la toute jeune Waka Murasaki, jeune Grémil, n'est-ce pas, dans le roman du Genji. Une fois encore, donc, Sutra du Lotus et Chant des longs regrets. Nous avons là comme la recette du Genji que Saikaku réapplique de façon beaucoup plus discrète en mettant en scène le mot célèbre de Somerset Maugham, n'est-ce pas? Il y a 3 secrets pour écrire un roman, mais malheureusement personne ne les connaît. Lui, il en utilise 2 au moins, le Sutra du Lotus et le Chant des longs regrets. En tout cas, nous devons plutôt percevoir cela plutôt qu'une référence immédiate au Genji, plutôt comme une imprégnation profonde chez tous les écrivains japonais qui l'ont en tête. Et je vous ai déjà parlé de la façon dont cela se poursuivra jusqu'au XXe siècle, d'une part avec Rohan, n'est-ce pas, Koda Rohan, ou même Tanizaki Junichiro, mais ne revenons pas là-dessus. En revanche, pour ce qui est du lien entre le palais des dragons lotusien et la présente histoire, nous verrons qu'il n'est peut-être pas fortuit. Les apparentes musardises morales de Saikaku, mais nous savons que ces réflexions éparses suivent en réalité des idées bien arrêtées sur la nature des comportements du quartier des plaisirs, n'est-ce pas, de l'Hirosato. Ces réflexions partent de la remarque d'une rouée, de celle qui s'occupe de trouver des concubines à louer pour des clients fortunés. Et cette réflexion qui est un peu le point de départ de ces histoires, c'est Yorozu kakusikoto ni yoki wa nashi, que je traduis par il n'y a rien de bon chez qui veut tout cacher. À partir de cette remarque de bon sens, le narrateur donne 2 exemples dont nous garderons un seul. Alors, je vais essayer de faire un peu de jonglage entre les... Vous verrez, voilà, Voilà, ça commence à partir de la 2e ligne. Je vous donne les textes du Shinkoten Bungaku Taike, n'est-ce pas, dont le Nidai Otoko a été fait justement par M. Fuji Akio, qui est le meilleur texte dont nous disposions en ce moment. Alors voici l'histoire, enfin le début de l'histoire. De même, une étayère de la maison des Glycines, Fujiya, prenait grand soin à chacune de ses sorties solennelles d'aligner ces duègnes, donc les femmes plus âgées qui sont les entremetteuses de ces courtisanes, d'aligner ces duègnes à sa droite. Un jour, en regardant attentivement, on s'aperçut qu'une légère cicatrice syphilitique, Hasune, courait sous son oreille. Alors, ce caractère de Hasune, ce terme de Hasune correspond à ce qu'on appelle plus couramment Kassa, n'est-ce pas, qui peut être, c'est une maladie de peau qu'on assimile souvent à la syphilis, mais bon, donc elle avait cette cicatrice sous son oreille. Il n'y avait pas de quoi s'y arrêter, mais les courtisanes sont certes gens difficiles. À l'heure où je vous parle, elle est devenue une épouse respectable qui n'hésite pas, la tête à la fenêtre de sa voiture à sa chaise à porteur, ou bien la voiture tirée par des serviteurs, n'est-ce pas, à la fenêtre de sa voiture, à contempler les fleurs, se moquant bien de qui la regardera. Donc voilà, courtisane, elle fait attention, bien attentive, elle est attentive à ce que l'on ne repère pas sa coiffure, et lorsqu'elle est rentrée dans le civil, elle s'en fiche pas mal, n'est-ce pas. Donc, à partir de cette anecdote, d'où il appert que la courtisane, enfin libérée des contraintes de son ministère, qui font d'elle une créature en constante représentation sous le regard des autres, que ce soit les clients ou les rivales, n'est-ce pas,
peut prétendre à une vie paisible. Donc, le narrateur nous amène à considérer une courbe de vie très particulière. Et c'est à peu près, c'est le début du second paragraphe. Mata shimabara no taiyu samon ga no yukue wa, n'est-ce pas? Je suis désolé, je pense qu'on pourra voir un peu mieux sur l'écran. Donc, entrons avec lui dans ce récit. Voyez encore ce qu'il advint de Samon, une étayère de Shimabara. Sitôt sa liberté rachetée par un changeur qui tricha quelque peu sur la pesée de sa contribution, elle livra sa chevelure au rasoir et revêtit dans un village isolé du Val-Noir, je n'entre pas dans les détails, l'habit de même couleur, Sodewa Kurodani no Katazatoni. Bon, pour ceux qui comprennent le japonais, vous voyez l'enchaînement, qui est tout à fait un enchaînement poétique en même temps. Encore une fois, la trace du haïku. Et évidemment, donc, elle, une fois échappée à la condition de courtisane, elle s'est fait en plus un peu avoir au change, n'est-ce pas, en payant ce qui restait à payer. Elle prend l'habit religieux, l'habit noir, l'habit teint de noir. Et elle renonça complètement à la voie des hommes, Otoko no Michi Taete. Et bien que ce fût son métier qui l'eût exigé, prit en horreur les tromperies perpétrées jusqu'alors. Vous voyez, encore une fois, ce trait caractéristique de Saikaku, ce sont avant tout les femmes qui se repentent et les hommes, ils s'en fichent complètement. Encore une fois, repentir, nous avons ici excusez-moi. Bon, enfin, j'ai traduit. C'est Kuyami, n'est-ce pas? Le Kuyami qui est la deuxième partie de Zange. Vous vous souvenez, nous avions vu le terme Zange qui dénonce qui signifie la confession des péchés. Et souvent les récits de courtisanes chez Saikaku se présentent comme des Zange Monogatari, des confessions. Donc ici c'est pareil, nous avons vraiment l'idée de Zange. Et elle a pris en horreur les tromperies, c'est-à-dire les petits stratagèmes qui font le sel de la vie de ce quartier, n'est-ce pas? Le matin, elle regrettait le sang tiré de son doigt, puisque, nous le verrons aussi tout à l'heure, il était à la mode d'écrire au pinceau, mais en utilisant le sang comme encre. Et elle se lamentait le soir sur ses tatouages, n'est-ce pas, les Kyoko, c'est le tatouage du nom des amants avec qui on avait promis le suicide, entre autres, mais enfin ce sont des... On ne va pas jusqu'à là. Et elle invoquait sans relâche le nom du Bouddha, Shōmyō no Itoma Naku. Donc elle a complètement changé de vie. Et ces dispositions fort louables ne parviennent cependant pas à lui faire oublier tout à fait le monde et sa beauté. Et donc, c'est à peu près à la troisième ligne avant la fin de la coupure, là, vous voyez. Mais je vous lis, vous pouvez suivre de façon tout à fait informelle. Malgré la préoccupation constante de sa future renaissance, c'est encore une fois Nochi no yo o wasurenu mi nimo, n'est-ce pas? Elle ne put qu'être attirée par la beauté des floraisons printanières, on est japonais, on ne l'est pas, alors que les ronflements résonnaient dans les rues de la capitale, elle sortit dans la plus grande discrétion pour admirer les cerisiers de l'aube. Donc elle quitte sa vie retirée pour aller admirer les cerisiers autour du quartier elle s'en va dans les endroits où, en principe, on peut voir Hanami, pour voir les fleurs. Elle se hâta jusqu'à l'ombre protectrice du mont Ouchi. Le mont Ouchi est dans le sud-ouest de Kyoto. Il est proche du grand temple Ninnaji, un grand temple de l'école ésotérique japonaise qui est encore debout, n'est-ce pas, et qu'on peut visiter. L'endroit était encore jusqu'à récemment tout à fait, bien que
encore dans Kyoto, c'était un endroit de friche, de lande, où la nature avait encore tous ses droits. Maintenant, je pense que ça a beaucoup changé. C'est devenu un lotissement à bâtir, et je crois qu'on ne trouverait plus les paysages qui sont décrits ici. Loin des regards curieux, elle défit son chapeau de paille à la mode de Kaga et la confie à sa suivante. Encore une fois, on n'est jamais seul dans ces... Dites-vous bien que lorsque vous avez quelqu'un qui se promène tout seul, il n'est pas seul, il ou elle a une ou deux suivantes, n'est-ce pas, ou un ou deux domestiques si c'est un homme. De sa manche où s'attardaient les effluves d'autrefois, donc elle tira une banderole de papier à volute de nuages, toujours l'amour du détail chez Saikaku. Il ne peut pas donner un nom commun sans ajouter des précisions sur la façon dont l'objet est décoré, qui l'a fait, d'où il vient, etc. Donc elle tira une banderole de papier, la déplia, et sitôt trempé son pinceau portatif, le Mannen Fude, n'est-ce pas, c'est l'ancêtre du stylographe qu'on n'utilise plus non plus maintenant, Yatate, c'était des petits pinceaux dans un boîtier, et le sommet du boîtier était occupé par un petit coffret avec une sorte de coton imbibé d'encre, si bien que pendant quelques heures, vous pouviez vous promener avec ça et écrire sans avoir à sortir tout l'attirail de la calligraphie, n'est-ce pas, puisqu'il fallait broyer de l'encre, etc. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Mais les poètes, enfin comme vous le savez, beaucoup de gens savaient lire et écrire dans le Japon prémoderne. Bon, beaucoup de gens sortaient avec cela. Évidemment, c'était aussi un instrument du métier de courtisane, puisqu'il fallait toujours qu'ils écrivent des mots doux à leurs clients. Et elle traça 5 caractères. C'est amusant, vous voyez qu'il est amusant que notre Saikaku dise Gomoji. Vous verrez que c'est la première pierre d'une petite plaisanterie, enfin d'une allusion en chaîne qui va se réaliser tout à l'heure. Elle traça 5 caractères d'un poème qui est « Ayant désormais rejeté ma condition ». Steshi mi no. Et on ne dit pas la suite. Alors, bien sûr, on ne dit pas de quoi il s'agit. En cherchant un peu, j'ai trouvé un poème que Saikaku devait certainement connaître, puisqu'il figure dans une anthologie impériale tardive, le Shinshu Ishu, n'est-ce pas, et donc du XIVe siècle, un poème attribué que je vous donne ici, et je vous donne très rapidement parce que vous allez voir que ça correspond tout à fait à l'histoire, n'est-ce pas. Voici le sens du poème. Combien de fois encore devrais-je me repentir, encore une fois, n'est-ce pas, vous avez cette idée de repentir. Là, cette fois, c'est Nageki Wabu, n'est-ce pas, mais ce n'est pas Koyamo comme tout à l'heure, c'est beaucoup moins technique comme terme, disons, soupirer en regrettant ma faute. Donc, combien de fois encore devrais-je me repentir d'avoir fait retour en ce sinistre monde que j'avais pourtant quitté? Voilà. Là, c'est un poète, mais vous voyez qu'il y a une histoire de retrait du monde, puis de retour. Alors, donc et l'histoire continue. Donc, nous sommes encore ici dans le monde des ermites lettrés, dont le modèle est bien sûr Kamo no Chōmei, l'auteur du Hojoki, n'est-ce pas, auquel Saikaku fait à plusieurs reprises allusion. Le premier vers d'un poème esquissé, si nous allons jusqu'au bout de l'indice donné par le narrateur, c'est déjà le présage de ce qui va se passer ensuite. Alors, l'élégant, le raffiné tableau se poursuit avec un élément qui nous élève aux meilleures sources et les plus connues des lettres chinoises. À ce moment, un papillon qui voltait, alors on pourra trouver ça gnangnan si vous voulez, mais c'est la quintessence de l'esthétique sino-japonaise que nous avons ici. À ce moment, l'esthétique poétique, n'est-ce pas, un papillon qui voltait se prit les ailes dans la toile aux 1000 détours, tissée à l'abri du feuillage, pendant la nuit sans doute, par une araignée. Il se débattait fébrilement. Je traduis ici de façon affolée, de manière affolée. Elle répugnait à laisser le terme qui est donné. Vous voyez, il est à la ligne
il est à 3 lignes avant la fin, n'est-ce pas, où il y a la note 22. Kyokuzen, c'est un mot chinois assez compliqué, assez littéraire, qui donne tout de suite l'endroit d'où il vient, n'est-ce pas. Il se débattait donc fébrilement. Elle répugna à laisser la bestiole de rêve, c'est Yumemushi, n'est-ce pas, vous verrez tout de suite pourquoi on dit ça, achever ainsi sa courte vie, et le recueillit sur le papier de son éventail laqué de vermeil. Elle l'arrosa de quelques gouttes de rosée, mais à son grand regret, l'insecte dépérit peu à peu. Les larmes de la belle se mirent à couler comme des perles défaites. Le dernier. Namida tsunaga no tama no gotoshi, le dernier mot de cette phrase. Alors évidemment, l'allusion directe est à ce très célèbre épisode de Chuangzi, n'est-ce pas, le rêve de Chuangzi. Je ne vous donne pas, je ne vous le redonne pas ici, mais c'est dans le chapitre sur l'égalité des choses, le Chi Wulun, n'est-ce pas, le Seibun Don, et vous connaissez, tout le monde connaît l'histoire. Donc Chuangzi rêve qu'il est papillon, mais dans son rêve, il ne sait pas qu'il est Chuangzi rêvant d'un papillon. Et donc il volette gaiement à travers la nature, il n'a pas conscience de son état. Brusquement, il se réveille et il est affolé, n'est-ce pas, c'est le mot Kyokuzen qui est ici, il est affolé de réaliser qu'il est Chuangzi en réalité. Et en fin de compte, la question que Chuangzi se pose, c'est est-ce moi Chuangzi qui suis Chuangzi rêvant d'un papillon, ou suis-je un papillon qui rêve qu'il est Chuangzi? Il n'y a pas moyen de le savoir. Et l'épisode se termine justement par le caractère ka-se, n'est-ce pas, changer, se transformer, la transformation des choses, qui est exactement le premier caractère du roman que nous étudions aujourd'hui, le Nidai Otoko. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, un changement et l'on meurt, un changement et l'on renaît. Donc c'est le contraire. Enfin, chez Chuangzi, c'est un changement et l'on naît, un changement et l'on meurt. Et chez Saikaku, c'est un changement, on meurt, un changement, on renaît. Donc voilà, après cette tragédie de la nature, n'est-ce pas, la mort du papillon, un élément extérieur et perturbateur, cette fois, survient en la personne d'un ex-habitué, dont un ex-client de cette courtisane. Je cite je vous traduis ce passage qui est assez long mais assez intéressant. Tandis qu'elle était ainsi à se désoler sur la mort du papillon, donc, un homme qui avait été son intime au quartier des plaisirs du Shimabara de Kyoto, donc, vint par le plus grand des hasards à passer non loin. Shizen Totori Awase. Bon, vous voyez qu'il faut demander beaucoup au lecteur se frayant un chemin à travers les bambous nains. Il s'était arrêté pour l'écouter et lui demanda d'un ton narquois: « Eh bien, ma révérende, Gohoshi-sama », n'est-ce pas, dit le texte, toujours une appellation très respectueuse, mais qui est ici sur le ton de la taquinerie. « Eh bien, ma révérende, vous n'allez pas au terme vrai des paroles que vous venez de proférer, Makoto, n'est-ce pas, encore une fois, vous vous souvenez, vous qui vous apitoyez même sur le sort d'une bestiole, pourquoi ne vous occupez-vous pas, en votre compassion, awaremi tamo onkokoro ni, n'est-ce pas, de sauver de leur sort les êtres humains, ningen no inochi. » Vous voyez que, bon, moi qui suis un être humain en détresse, vous devriez avoir un peu plus de compassion pour moi que pour un papillon. Alors le shizen, le spontanément, tout naturellement, qu'emploie Saikaku ici pour désigner la façon dont il passe, est délicieux dans ce contexte. Mais la suite vaut certainement la peine. Le noceur n'est nullement impressionné par l'habit religieux et utilise par dérision le mode respectueux d'aborder un religieux, justement. Ce qui permet à Saikaku de souligner le paradoxe, voire l'hétérodoxe du passage. Le retournement va être rapide et inattendu. Il se fera en deux temps, et tout d'abord la résistance. La nonne
et ici, Saikaku l'appelle Kono Bhikkhuni, n'est-ce pas? Il emploie le terme de la nonne, la religieuse pleinement ordonnée. C'est pas seulement une simple distraction, vie érémitique de distraction. Le mot bhikkhuni, bon, enfin, évidemment, le terme s'est dévalué au Japon, mais ici, on voit qu'il l'emploie dans un sens, disons, sérieux qui fera davantage contraste avec ce qui va se passer. La nonne resta quelque temps le visage baissé, sans mot dire. Puis, les grands sentiments, Nasake, n'existent que dans le monde que j'ai quitté. Et justement, elle vient de dire, n'est-ce pas, Miyosuteshi. Il m'est pénible de vous avoir, ne fût-ce que rencontré en cet habit. Elle ramena un pan de son vêtement sur le visage. Le rouge de sa confusion devint aussitôt transpiration. Ses lèvres formèrent les 6 syllabes de l'invocation d'Amida. Rokuji Otonaete. Vous avez vu tout à l'heure, c'était Goji, les 5 lettres qui commençaient, les 5 lettres syllabiques qui commençaient le poème, n'est-ce pas? Steshimino. Et ici, c'est l'invocation d'Amida, Namu Amida Butsu, ce sont les 6 lettres. Vous voyez, 5, 6, ça fait une progression en même temps de la narration, un truc qui existe, qui est littéraire, qui est très souvent esquissé au Japon. Donc, ses lèvres formèrent les 6 syllabes de l'invocation d'Amida, et elle ne montera pas plus d'émoi. Donc, mais le tentateur veille, n'est-ce pas, et choisit le procédé bien rodé de l'apitoiement. Ce qui lui dit « Ma vie est plus fragile que celle du papillon. J'ai sous les yeux les infernaux palus, Kōsen ». Il emploie le mot Kōsen, qui se lit Yomi en japonais, que vous trouverez dans le texte, et qui désigne aussi l'autre monde. Je reviens dessus dans un instant. Et ce disant, l'air pensif, il puisa au creux de sa main l'eau d'un petit ruisseau, d'un ru marécageux qui passait là. Vous voyez, il fait une mimique. Nous avons vu récemment, à propos de l'étaïr qui s'enfuyait dans un baquet tiré par son amant pour franchir la douve isolant le quartier des plaisirs, l'image sans doute suscitée de manière subliminale, comme on disait autrefois, du fleuve des 3 voies, des 3 mauvaises voies, qui mènent vers les mauvaises destinées, et avant tout, bien sûr, aux enfers. Le terme ici utilisé par le tentateur est celui du chinois ancien des sources jaunes, Kōsen, couramment lu Yomi en japonais, et qui relie la conception chinoise au très vieux terme japonais pour le monde souterrain des morts. Il n'y a pas lieu de penser que le roué veuille se lancer ici dans une comparaison des 3 doctrines. Vous voyez, parce que vous avez le Shinto, le bouddhisme et les représentations traditionnelles chinoises. Non content de se faire passer pour aussi fragile et pitoyable que le papillon récemment et tragiquement disparu, il mime encore la traversée du fleuve des enfers, et stratagème qui fonctionne à la perfection. Nous sommes 5 lignes avant la fin. La révérende Samon, n'est-ce pas, Samon aussi, dit le texte, se précipita alors dans ses bras, ou plutôt elle le prit dans ses bras, Toritsuki, et elle dit, alors vous voyez cette réplique, Konomi Nochi no yo wa oni no monozo, dans ma prochaine existence, que je sois donc livré aux démons de l'enfer, n'est-ce pas, donc voilà, elle se dépouilla de sa robe sacrée, de sa soutane, si on peut dire, Kodomo, et la jeta à terre. Alors, rejeter les vœux de dévotion et de renaissance en la terre pure, puisqu'elle pratiquait Namu Amida Butsu pour renaître en la terre pure, et elle dit, ben voilà, je serai la proie des démons de l'enfer. Vous savez, ce sont les démons qui torturent les trépassés pendant, sinon une éternité, du moins un temps très long. Et donc elle choisit joyeusement la damnation dans les bras de l'homme qu'elle aime. Donc, après ce coup de théâtre, et là, alors là, c'est tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas? C'est juste la fin ici. Après ce coup de théâtre, bien dans la veine de ceux qui aiment Saikaku, le récit change brusquement de rythme, de vitesse même, et les 2 amants se jettent dans la vie trépidante du monde du désir qu'elle voulait quitter. Je cite, « Il l'a mis dans une rapide chaise à porteur », on se demande où il l'a trouvé, n'est-ce pas? Et ils se rendirent en cachette dans une folie, c'est-à-dire Yusan Yashiki, une sorte de villa de rendez-vous secret, des collines de Narutaki, et encore une fois près de Ninnaji.
Et c'est donc le palais des dragons dont je vous parlais au début, où ils passèrent les jours selon leur cœur. Au printemps, ils réunissaient les danseuses pour célébrer les bosquets de prunus. L'été, dans une pièce aux cloisons coulissantes tendues de soie fine, où ils fuyaient les moustiques, ils avaient installé un paysage miniature de 5 pieds de côté, avec une lanterne d'eau, et ils y avaient mis des lucioles de hougie et de séta. Ensuite de la brise, 4 soubrettes aux cheveux courts et aux larges manches de crêpe écarlate les rafraîchissaient d'éventails dorés. L'automne, ils allaient à l'étang de Hirosawa jouer avec la lune, dont l'image dédoublée illuminait leurs 2 oreillers. Bon, Saikaku s'amuse. L'hiver, ils confectionnaient tout un village dans une caverne. Ils brûlaient le charbon blanc, où passaient des nuits enneigées, blottis dans un salon, autour d'un plat de tétrodon. Le tétrodon, le fugu, vous savez, ce poisson poison, puisqu'il faut le découper avec beaucoup de précautions, sinon on risque l'empoisonnement, mais c'est considéré comme un des délices suprêmes au Japon. Donc nous avons inséré cet extrait assez long pour permettre de mesurer la distance vertigineuse parcourue en l'espace d'une réplique habile, venant du séducteur bonimenteur, entre la vie érémitique à la Kamo no Chome, à laquelle aspirait l'ancien Étaïr, et la vie à 100 à l'heure, digne d'un film de Hollywood et décrite avec enthousiasme par Saikaku. Avec la précision topographique de Narutaki, nous comprenons donc que le nouveau palais des dragons, en réalité, donc c'est une maison de rendez-vous plus ou moins clandestine, est la destination du titre, mais aussi le point d'aboutissement de la carrière bouddhique de l'Étaïr, de la révérende Samon. Elle finit aussi au palais des dragons. C'est donc le parcours inverse de la petite fille dragon, la fille du roi dragon, qui avait été convertie par Manjushri à l'enseignement du lotus et menée ainsi presque instantanément à l'état de Bouddha, au chapitre 12 du Sutra du lotus. Ici, l'ancien Étaïr est entré dans la voie bouddhique, mais son Manjushri à elle, son Manju Bosatsu, et sa rencontre décisive sur la voie, c'est son ancien amant, qui, en mimant une scène édifiante sur la rive du fleuve, la fait retomber dans le monde du désir. Et pour finir, la ramène au palais des dragons, au point de départ de la petite saurienne qui était la fille du dragon, n'est-ce pas ? Cet anti-parcours, cette anti-voie, bien que décrite ici sur le mode plaisant, est bien modelé sur la voie bouddhique. Et l'épisode reflète encore une fois combien l'aspect parodique du texte de Saikaku amène le lecteur à une vision désabusée des efforts humains dans ce milieu de plaisir, monde carcéral à l'intérieur de cette demeure en feu qu'est le monde de l'endurance où nous vivons. Pour mieux souligner la leçon, Saikaku ajoute un dernier trait, je ne sais pas, excusez-moi, il n'est peut-être pas ici. Il ajoute un dernier trait, je crois qu'il n'est pas dans le texte, et cette fois, encore une fois, recours à l'exotisme auquel j'ai fait allusion la dernière fois à propos de Macao, n'est-ce pas ? 3 années passèrent ainsi, ses noirs cheveux repoussèrent comme jadis, voilà, elle est donc complètement revenue à la vie séculière, et elle songea qu'il serait bien plaisant d'avoir une psyché, n'est-ce pas ? Sugatami, un miroir qui permette de se voir tout entière. C'est un objet d'un exotisme extraordinaire. Ils sont importés d'Occident, en réalité, pour apprécier sa figure retrouvée. Aussi commanda-t-elle en une contrée lointaine, il s'agit certainement de Macao, une glace de cristal, Suisho no Gyokko, longue de 3 pieds 5 pouces. Encore une fois, Saikaku insiste sur le parcours à rebours de la voie. Alors que la tonsure, n'est-ce pas, le Teihatsu, marque l'entrée en religion, la bhikkhuni retrouve sa chevelure d'antan et, comble d'impiété, ou plutôt comble de mondanité, elle ne va pas chercher dans un pays lointain la loi de Bouddha. En général, le pays, quand on va dans un pays lointain à l'époque, c'est pour chercher la loi de Bouddha, mais l'instrument de la vanité triomphante, un miroir à l'occidental avec teint, tel qu'on en apporte de Macao en provenance de l'Europe. À partir de cette dernière touche sur le luxe de la grande vie, Saikaku se livre encore à l'énumération d'autres exemples de dépenses insensées, que nous ne reprendrons pas ici, tout en conseillant vivement au lecteur de s'y reporter tant elles sont pittoresques. Il nous faut passer au chapitre suivant,
beaucoup moins cohérent, mais qui a pour titre un épisode illustrant encore la puissance du lien et sa réalisation dans le serment, donc le Chigiri, concrétisé en un geste assez étonnant pour un esprit moderne et jugé suffisamment important pour en constituer le titre, un petit doigt brûlé à l'amour, Koyobi wa Koi no Takitsuke. Il y aura aussi le trait intéressant qui est l'introduction d'un nouveau messager non humain. Le sacrifice de l'extrémité de l'auriculaire, comme vous le savez, en signe de sincérité ou de fidélité, qui est un thème encore populaire au Japon, et valorisé même jusqu'à une date récente grâce au film de Yakuza, et encore jusqu'à... On peut voir au Japon des Yakuza qui se sont coupés l'extrémité de l'auriculaire, n'est-ce pas, parfois plus. Mais c'est un thème qui revient tout au long du grand miroir des galanteries. Et nous verrons la façon dont il culminera justement dans la dernière scène. Il peut être soit coupé, ce qui arrive le plus souvent, soit brûlé, en duo pour ainsi dire, pour confirmer un chigiri, et ce qui sera le cas ici. Des petites vignettes qui précèdent l'entrée dans le récit principal. Je suis désolé, je m'aperçois que j'ai oublié d'insérer l'illustration de cet épisode, qui aurait été très pittoresque. Bon, je vous renvoie au texte japonais du Shinkoten Bungaku Taike, où j'essaierai de le donner la semaine prochaine. Des petites vignettes qui précèdent l'entrée dans le récit principal, nous ne pouvons nous empêcher de relever l'épisode hilarant du Soudar, qui nous donne de plus un juron d'époque qui a disparu depuis. Je vous le donne ici parce qu'il est très amusant. C'est pour montrer à quel point les courtisanes, même de bonne tenue, doivent s'accommoder de n'importe quel client. Donc. Un individu survint, accompagnant un guerrier de... Pardon. C'est ici, n'est-ce pas? Un individu survint, accompagnant un guerrier de l'Ouest pour le présenter à la patronne avant de repartir. Elle l'interrogea. Donc, c'est le guerrier, n'est-ce pas, qui est le samouraï. C'est samouraï. Quelle est celle qui aurait vos préférences? L'autre ne pouvait attendre. Venez à mon aide, appelez-en une du voisinage, donc qu'elle n'ait pas à la chercher très loin. Elle comprit sa situation et fit venir une fille qui était d'ordinaire assez désœuvrée. On en vint aux coupes. Évidemment, il faut échanger des coupes, faire déjeuner, dîner, enfin prendre un repas ensemble et tout ça. La fille lui en offrit une. Il l'accepta et dit aussitôt à la patronne « Ce sera tout ». Mais c'est vraiment trop court. Proposant-lui au moins une. Elle frappa dans ses mains. Peut-être quelque amuse-bouche. Pas la peine. Au pays, je mange du bar et de la sole autant que je veux. La chambre n'est pas encore prête? Eh bien, faites comme vous voulez. Ils y entrèrent. Aussitôt, il défit sa ceinture, arrangea les mouchoirs de papier à portée de main, rapprocha les oreillers, allongea les jambes, les fléchit. Tandis que la courtisane se préparait, il eut force bâillement. « C'est pas vrai, on l'embine, disait-il comme à lui-même en claquant la langue d'impatience. Si c'était ma régulière au pays, comment que je la ferais se grouiller ?» À ce moment, on frappa violemment à la porte d'entrée et un ordre jaillit. « Rassemblement général au camp !»« Sacrebleu !» Et en japonais, « Yumiya Hachiman !» C'est quand même ralent. Et il part, évidemment, sans avoir le temps malgré. Alors, bon, nous tairons par décence la dernière remarque de Saikaku qui n'a pas à être intervenir ici. Mais ce ne serait pas sans doute faire preuve de trop d'imagination que de voir dans cette scénette le reflet affaibli d'un célèbre poème Tang que tout le monde connaissait au Japon jusqu'à récemment. Je vous le donne très rapidement au début, mais voilà, c'est ce poème, n'est-ce pas, donc, qui est un poème du 8e siècle, où c'est le soldat qui est ivre, qui s'affaisse sur le sable, et au moment où sonne le rassemblement, il doit partir à la guerre, n'est-ce pas? On voit une sorte de détournement de scène ici. Comme je vous l'ai fait remarquer, Saikaku cite souvent explicitement ou en allusion très discrète des poèmes chinois, et je pense qu'il y a certainement assez ici encore. Alors, une autre vignette encore, cette fois liée de près à l'épisode de la révérende de tout à l'heure et son alternative possible. Alors, je crois que c'est là. Ah non, ici, c'est...
Oui, voilà, c'est cela, n'est-ce pas? Donc, Brume du soir, Yugiri, qui était pensionnaire à la maison du monogramme, le Ichimoji-ya, avait pour manie d'échanger des promesses avec un homme de la capitale. Un jour, celui-ci la convoqua à une maison de rendez-vous. Elle s'y rendit, ses noirs cheveux coupés courts, encore une fois, revêtus de l'habit monastique, Bozu Goromo en japonais, le bonze, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je me suis décidé à venir dans la tenue dont nous étions convenus. Et qu'avez-vous fait pour votre part? Lui n'est pas venu en moine, ils auraient dû partir ensemble, quitter la vie des plaisirs, n'est-ce pas? Et l'homme alors éclata en sanglots. Toute la maisonnée s'étonna et on rapporta la chose au tenancier, lequel vint demander des explications. Mais elle se refusa à rien dire d'autre que ces mots. Je lui en veux d'avoir été la seule. Et on eut beau s'interposer, enfin, bref, ils ne se fréquentèrent plus jamais. Et remarquons en passant que la courtisane a nom ici Yugiri, brume du soir, un nom Genjina, comme on dit, vous savez, les noms de professionnels des courtisanes qui sont toujours tirés du Genji Monogatari, qui sont le plus souvent. Et comme vous le savez, Yugiri est bien sûr l'un des principaux personnages du Genji, mais c'est un homme dans le Genji, c'est le fils du prince. Et ici, c'est donné à une femme. Alors bon, je passe un peu plus rapidement parce que le temps va nous manquer. Le fil directeur de ce chapitre donc, est l'amour vrai, n'est-ce pas? Et le récit principal va l'illustrer. En la maison des campanules, Kikyoya, se trouve, donc à chaque fois ce sont des maisons de rendez-vous, n'est-ce pas, qui appartiennent à un tenancier et qui a son équipe en quelque sorte, dont il gère tous les grades. Donc se trouvait une incomparable servante de l'amour, Koi no Ayatsuko, c'est-à-dire donc quelqu'un pour qui l'amour l'emporte sur la bienséance, du nom de Monaka. Chanteuse distinguée, elle était experte à discerner le fond des cœurs, sans pour autant se montrer jamais méprisante. En tant que femme, elle n'avait sans doute rien de remarquable, mais un je ne sais quoi en elle attirait les hommes. Un beau jour, elle fut prise d'un tendre penchant pour un acteur de la capitale, un beau jeune homme du nom de Montoran, Yamakawa, qui est quelqu'un qui avait vraiment existé, qui est un acteur de kabuki, et qui avait donc 27 ans à l'époque, d'après notre commentateur Fuji Akio, n'est-ce pas, un incomparable connaisseur de ce monde. Donc, faisant fi de ce que pouvait penser la rue des grossistes, méprisant le qu'en dira-t-on, elle devint aussitôt la cible de tous les potins. En conséquence, son commerce fut de moins en moins recherché et son tenancier multiplia corrections et admonestations. Encore une fois, ce qui devait arriver arriva, et la malheureuse se retrouva à la rue, bien qu'encore sous la coupe du tenancier. Et je continue donc. C'est ainsi que par une nuit pluvieuse de printemps, elle se retrouva chassée au bosquet des pêchers, non loin d'un endroit désert, n'est-ce pas, misérablement vêtue d'un simple peignoir. Sa chevelure de jais, coiffée en chignon, retombait en désordre, comme une cascade où l'on n'eût trouvé nul fil blanc. Je passe sur les allusions poétiques. Elle avait trouvé alors abri au pied d'un arbre, et l'eau qui dégouttait de ses branches venait rivaliser avec les larmes qu'elle versait. Ce n'était donc que le songe d'une nuit de printemps, et c'est un poème, bon, je ne l'ai pas, c'est un poème qui est tiré du Hyakunin Nisshu, n'est-ce pas, les 200 poèmes, un poète, 200 poètes, un poème, c'est cette anthologie que tout le monde connaissait au Japon à l'époque. Mais c'eût pu être une nuit d'automne, tant l'aube désirée restait lointaine, alors que la pluie tombait en hallebarde. Aucune condition n'est plus fragile que celle de l'eau qui s'écoule, que cette vie prête à se dissiper aussi vite que l'écume. Elle soupirait, n'entendrai-je jamais le bruit des pas de Montoran. Et cette fois, le Deus ex machina est un petit chien qui accompagne la malheureuse, et on ne sait comment se souvient de l'homme qui la fréquentait. Il part à travers les buissons, le retrouve, arrache de ses aboiements l'acteur à son sommeil, puis examen de conscience, pensée de suicide, tenancier amadoué, et les retrouvailles sont ardentes, dûment marquées au fer rouge. Ils allèrent jusqu'à échanger une solennelle promesse de mariage, et afin de conforter leur engagement pour 2 existences, c'est-à-dire cette vie-ci et la vie prochaine, et la vie suivante au moins, n'est-ce pas, ils se lièrent, encore une fois, donc l'intensité de la notion de lien, n'est-ce pas, de lien, même dans ce monde on ne peut plus inconstant de la prostitution, on se crée des liens, imaginaires ou non.
Ils se lièrent l'un à l'autre une mèche de lampe. Alors vous voyez, la symbolique est tout à fait. Ils se lièrent l'un l'autre une mèche de lampe trempée d'huile autour du petit doigt et restèrent les yeux jusqu'à ce qu'elles se fussent consumées d'elles-mêmes. Ils n'ont pas lié leurs petits doigts ensemble. N'est-ce pas ? Chacun a le petit doigt qui brûle, mais ils sont séparés, mais ils se regardent les yeux dans les yeux. C'est la façon de consommer le serment, si vous voulez. Jamais on n'avait vu chose pareille. Et la fin est trop belle pour être vraie. Après cela, tout le monde fut si impressionné qu'on alla demander au tenancier de donner à la fille quitus des années restantes et de laisser Montauran la racheter, ce qui avait été son constant désir. Donc voilà, comme vous voyez, à chaque fois, la bonne fin, c'est qu'on quitte le monde du plaisir, de toute façon. Le chapitre suivant, le 3e du livre 6, a encore une fois un titre qui invite à l'étude des esprits, à la pneumatologie des morts, dont nous avons dit que les représentations en étaient encore fort vivantes au Japon jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. La narration de ce chapitre étant fort décousue, nous nous contenterons de relever ce qui concerne plus directement notre enquête, c'est-à-dire ce qui place ce Koshokumono, n'est-ce pas, ces récits de l'érotomanie presque, dans une dimension fort différente du roman dont il se proclame la suite, le Ichidai-Otoko. Nous sommes dans le Nidai-Otoko, dans le fils du premier amoureux du plaisir, nous sommes vraiment dans une autre dimension. Le surnaturel joue un plus grand rôle, la repentance et l'idée que cette vie n'est pas si naturelle que cela. Alors, le surnaturel intervient souvent, fuse de façon parodique. Et c'est précisément ce qui survient ici. Attendez, je crois que j'ai fait... Je reviendrai. Donc, alors, c'est précisément ce qui se passe, ce qui survient ici avec ce chapitre intitulé « Une liaison à en perdre l'âme ». Shitodama no Shisuru Hodo no Naka. Nous retrouvons donc l'un des termes qui désigne ce phénomène de la psychologie populaire japonaise, l'âme ou l'esprit des morts. Excusez-moi, je cherche le passage en question. Je crois, malheureusement, on a... Ah, voilà. C'est celui-ci. Nous avons interverti des pages, n'est-ce pas ? Donc, nous retrouvons donc l'un des termes qui désigne ce phénomène de la psychologie populaire japonaise, l'âme ou esprit des morts quittant la demeure du défunt sous une forme objectivement visible par des assistants non concernés. N'est-ce pas ? C'est quelque chose, vous passez dans une rue au Japon, vous voyez une boule de feu qui quitte la maison, vous dites tiens, il y a quelqu'un qui est mort dans la maison. Ce sont des choses qu'on entendait souvent autrefois. Et donc c'est cette boule de feu, Hinotama, qui est considérée comme l'âme du défunt qui quitte. Alors, ça peut être un phénomène physique explicable, j'en sais rien. Mais donnons plutôt ce passage. La lune déclinait, les corbeaux croassaient, et les premiers givres d'automne recouvraient le paysage. Malheureusement, je ne peux pas commenter ce passage, qui est une façon extraordinaire, un exemple extraordinaire de la façon dont Saikaku défait un poème chinois pour l'insérer dans sa narration japonaise. C'est très intéressant, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, et les premiers givres d'automne recouvraient le paysage lorsqu'on vit une étrange lumière émaner d'un avant-toit, donc Noki, et voler vers le ciel de façon extraordinaire. C'était l'âme d'un mort, Shitodamashi. Ce qui serait chez tout autre écrivain le point de départ d'un conte terrifiant devient chez Saikaku prétexte à un dialogue plaisant et satirique pour deviner l'identité du défunt ou de la défunte. Il y a trois personnes désœuvrées qui sont là, qui voient ça et qui passent. Quelqu'un soutint qu'elle avait la forme d'une louche, mais un autre affirma qu'elle ressemblait plutôt à un trébuchet, une balance. Le défunt devait sans doute être la mercière, comme à Monoya, qui vendait ses produits si chers aux filles de joie. Mais d'autres avis fusèrent. Pas du tout. L'âme que nous venons d'entrevoir doit aller placer une fille, sinon elle n'aurait pas volé aussi rapidement. Donc c'est l'âme d'une entremetteuse. Ce serait plutôt un bougre qui a trop dépensé.
Le spectre avait la tête trop grosse et le reste tout mince. Ce doit être l'âme d'un riche amphitryon, donc d'une personne riche qui entretient une courtisane, pour se promener son chapeau de paille rue des Neuf Maisons, juste avant les paiements saisonniers. C'est-à-dire que ce chapeau de paille qui cache les traits, parce que c'était un homme riche qui passait dans le quartier, toutes les courtisanes seraient venues le harponner pour lui demander de pourvoir au renouvellement de leurs vêtements, etc. Les esprits n'ont pas l'air doués pour la parlotte. Il a disparu tête la première. Celui-ci devait être 100 mètres pour se balader ainsi en pleine nuit. Ou alors c'est simplement un amant en maraude. Ils partèrent en riant et portèrent leurs pas vers la rue des Chigots. Après ces exercices de pneumatologie critique, donc, le récit évolue vers de rapides évocations des prouesses de discrétion déployées dans les correspondances et les relations clandestines entre les courtisanes et leurs amants, où les plus aguerris des filles de joie sacrifient tout bon sens. Le tout est résumé dans cette conclusion. Rares donc sont les hommes dépensiers de leur argent. Elle traitera pourtant ces derniers sans trop d'égard, tandis qu'elle dilapidera ses biens pour le gaillard qu'elle aura pris en pitié, n'est-ce pas ? Encore une fois, le awale, là c'est Fubingalu, mais les courtisanes au grand cœur, c'est pas seulement un thème littéraire occidental. On la qualifiera sans doute de sotte, mais on ne trouvera pas une seule faible femme parmi celles qui ont le courage de prendre amant. Il est vrai que les tièdes n'auront de toute façon jamais de galant caché. Comme si souvent chez Saikaku, le chapitre se conclut sur la tonalité du début, marquée par l'évocation des esprits, pour se finir dans le cercueil, mais toujours sur le mode burlesque. Voilà. C'est ça. Je vous cite ici. La Takama, elle, connut une affaire de cœur dangereuse, à en faire passer son homme par les toits. Lorsqu'il est fait obstacle à l'amour, il faut bien, en ce monde flottant, savoir se dissimuler. Au moment où il sortait de son rendez-vous, un attroupement s'était fait. Il avait été dénoncé, n'est-ce pas ? Donc il fréquentait la courtisane sans payer, sans l'autorisation du tenancier, ce qui est un crime tout à fait punissable à l'époque. Attrapons l'amant de l'étaïr et interrogeons-le sérieusement. Le malheureux voulut se cacher. Il trouva un heureux échappatoire dans un cortège funèbre. C'est ce que je vous donne ici, n'est-ce pas ? Dans un cortège funèbre, vous voyez, le mort est dans l'espèce de corbillard sans roue, n'est-ce pas, porté par en palanquin, n'est-ce pas, et accompagné de normalement, alors on ne le voit, il y a un moine, mais il y a, le moine et parfois le moine et ses acolytes ont des instruments, des clochettes et des cymbales qui ne sont pas sur l'illustration, mais qui jouent un rôle ici. Il trouva un heureux échappatoire dans un cortège funèbre qui passait là, à grand renfort de gongs et de cymbales. Sans que personne ne l'en priât, il se saisit de la palanche du corbillard, et mêlé à la procession, put ainsi s'en tirer. En ce quartier, les morts eux-mêmes servent au subterfuge. À Edo aussi, on a vu une courtisane du nom de Tsushima, pensionnaire chez Sukezaemon, s'enfuir à la dérobée en se cachant dans un cercueil. De véritables scènes de film, encore une fois, pour finir sur une constatation désabusée. En ce monde, la folle quête de l'amant ne cessera qu'avec la mort. Shinazba Yamomai. Le Hinotama, la moule de feu qui s'envole vers le ciel, est donc un esprit enfin libéré. Il nous reste tout juste le temps de parcourir le 4e chapitre du livre 6, dont le titre est difficile à rendre. Quelque chose comme un bon fond à polir les chaudrons, n'est-ce pas ? Kamemade Migaku Shinte. Nous trouvons ici encore un exemple de fermeté de cœur qui pouvait mener à un dénouement tragique s'il intervenait un Deus ex machina en la personne d'un religieux encore. Nous sommes au Shimabara, et le trop grand attachement d'une courtisane à un admirateur, malheureusement désargenté, l'amène au bord de la perdition. Il faut que je retrouve le... Voilà, ici. Ce dernier gaillard, qui s'appelle Akashi Sabu, ce dernier gaillard, d'ailleurs, s'était enamouré de la Tanshu. La Tanshu, n'est-ce pas, c'est la courtisane du nom de Tanshu. Matin et soir, il usait à la parcourir en solitaire la route des Trois Landes, c'est-à-dire le quartier des plaisirs. À force d'une assidue fréquentation, la courtisane en vint à oublier tous ses devoirs et rusait pour le revoir.
Les remontrances répétées de son tenancier n'y servaient de rien. Celui-ci finit par lui en vouloir profondément et la relégua à la courette, la petite cour, où elle fut traitée comme une servante. Mais sa détermination ne flanchait pas, elle ne s'en montrait nullement affectée. Elle s'acquittait de toutes ses tâches avec plus d'enjouement que d'ordinaire, et était d'une docilité déférente à l'égard de ses consoeurs, même cadettes. Les travaux terminés, elle se tenait à la porte de la rue, sans avoir honte de son cordon retrousse-manche, le tasuki, vous savez, les servantes qui sont aux cuisines, etc., au Japon, ont une cordelette qui permet de retrousser les manches attachées derrière le dos, comme ça, donc elles ne sont pas embarrassées par les manches trop longues dans leur travail. Donc, elle n'avait pas honte de son cordon retrousse-manche ni de son tablier pour aller se serrer contre son akashi, n'est-ce pas, son amant, dès qu'elle apercevait sa silhouette et ne se plaignait jamais de ses misères. Bon, on l'appelle parfois akashi, parfois sabu, je n'entre pas ici dans les détails. Un élément narratif important vient s'ajouter ici, la missive amoureuse, dont nous verrons qu'elle jouera un rôle essentiel dans l'épisode final du roman. Élément impermanent par excellence, où il est encore plus ici en raison du matériau dérisoire auquel la malheureuse a recours, parce qu'elle ne pouvait pas, comme d'habitude, utiliser son matériel d'écriture. Donc, les jours où elle ne pouvait le rencontrer, elle coucha ses pensées à la suie friable, avec la suie, donc le charbon de bois, n'est-ce pas, sur un mouchoir de papier qu'une camériste dévouée avait pour mission d'aller déposer à la maison de thé près de la grande porte. L'essentiel en était bien sûr effacé, mais le peu qu'il pouvait en lire l'aidait à oublier son angoisse, le malheureux amant qui ne peut pas retrouver sa maîtresse. Il en voulait cependant à son état qu'il ne perdait pas de réaliser ses aspirations. Il n'a pas d'argent. C'est là qu'il y a tout le problème, encore une fois, chez Saikaku. Comme la résolution de Tanshu est émouvante, voir une telle accumulation de misère en ce monde ne peut être que le résultat de causes prédéterminées. Inga, encore une fois, la relation de cause à effet, n'est-ce pas, qui est toute la dynamique de ce livre. Il est temps d'en finir. Il veut donc se suicider. Sa décision était prise. Cependant, se ravisa-t-il, elle doit attendre la réponse de sa lettre. Ce lui sera un souvenir de moi lorsque je serai mort. Mais écrire une lettre sous le prétexte que j'ai un écritoire sous la main lui apparaîtra comme un désagréable passe-temps. Parce qu'elle n'a pas d'écritoire, vous voyez, elle écrit à la suie, et lui, s'il lui répond avec de la bonne encre, ça sera presque comme une insulte. Je dois faire comme elle. Et il tira de son doigt l'encre qui lui servit à coucher par écrit le trop-plein de ses sentiments. Donc, il écrit avec son sang. Elle écrit à la suie, lui écrit au sang. Donc, la scène qui s'ensuit est une préfiguration du dernier épisode du roman, avec les lettres d'amour dont le contenu fort bourgeois est esquissé à très rapide avant que l'amoureux désespéré n'ait recours à l'ultime issue. Alors, c'est encore une fois le Saikaku qui utilise le tragicomique au mieux, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il se moque du contenu des lettres, c'est très bourgeois, mais en même temps c'est tragique parce que pour lui c'est les lettres de son amant et l'avant-suicide. C'est le moment, se dit-il, et il tira son sabre court du fourreau, son wakizashi, n'est-ce pas? Ce faisant, il se rappela le portefeuille qu'il gardait dans sa poche-cœur, Futokoro. Ces stupides gribouillages, si des gens devaient les voir après, alors il a honte, il a honte qu'on voit ce qu'elle lui écrit, n'est-ce pas? Donc, et il déchira les feuilles une à une, réduisant tout à néant. L'une d'entre elles avait été écrite, quand était-ce donc, au moment d'une séparation, et décrivait leur futur logis. Vous voyez, on est vraiment dans le Ikea, n'est-ce pas? Nous tiendrons, alors la courtisane écrivait, nous tiendrons une petite boutique de coton. La chambre du fond sera plus grande que le salon, avec des placards pour la literie. Le bain et les cabinets seront tout près de la véranda, et on ne plantera que des bambous nains dans le jardin. Et plus loin, elle notait avec soin, le lave-main sera à proximité. Et enfin, les fenêtres seront placées haut, afin que personne ne nous voie. Malheureux cœur de femme, onna gokoro no awareya, qui parle ainsi d'un avenir imprévisible, sakiwashi no koto. Il déchiqueta cette feuille aussi. Au moment fatidique, au moment où il va se suicider, survient le coup de théâtre en la personne d'un religieux d'Edo, d'où viennent les deux amants, dont on ne sait exactement le rapport qu'il a avec eux. Mais on n'entre pas non plus dans les détails, ce n'est pas la peine, mais savourons plutôt la description. Alors,
À ce moment, Cornette, Kakuya, la camériste, survint en courant. Et je vous invite à écouter, vraiment, c'est du théâtre, à l'occidental, n'est-ce pas? La camériste survint en courant si vite que ses pieds ne touchaient pas le sol. C'est du Marivaux. Réjouissez-vous! Ah, quel bonheur! Vrai, je jubile! Suspense. Un peu d'eau à boire, je ne peux plus parler. Je t'écoute, que se passe-t-il? Le prélat d'Asakusa. Donc, nous sommes à Edo, n'est-ce pas? On lui a servi de la soupe. Je suis venu vous prévenir tout de suite. Comme elle allait repartir après avoir lâché ces mots, il la rappela. Je vous apporte du vin, dit-elle, sans même se retourner. Donc elle lui explique rien du tout. Puis c'est son valet qui apporte des précisions plus solides. Tout à l'heure, le moine du temple paroissial est venu pour intercéder. Et le tenancier a fini par entendre raison. Surtout que la patronne elle-même verse des larmes sur l'infortune de Tanshu, de la courtisane. Donc. À partir d'aujourd'hui, elle pourra reprendre comme de par le passé. D'autant plus, a-t-il dit à l'entremetteuse, qu'il ne reste plus que 2 ans jusqu'à l'expiration de son contrat. C'est l'époque où même une courtisane sans histoire ne fait plus guère recette. Alors vous voyez, le bon cœur du tenancier est quand même mitigé par le fait qu'il ne perdra pas trop d'argent, n'est-ce pas? Avec ce qui lui est arrivé, il serait étonnant que les gens viennent l'importuner. Elle n'a qu'à assurer son office selon ce qui se présente et laisser la rencontrer de temps en temps son gaillard à sa guise. Vous êtes donc libre de la voir dès ce soir, selon vos vœux. Donc la fermeté d'âme de la courtisane l'avait donc emporté, non sans des considérations économiques avisées, sans que des considérations aient aussi joué. La Tanshu n'en est que plus populaire auprès de la clientèle, parce que, évidemment, c'est une noble âme, en quelque sorte. Mais chacun s'en accommode, puisque la plupart des clients, par compassion, encore une fois, awade, ne vont pas jusqu'au bout de leurs légitimes exigences. Mentionnons en passant, et pour finir, comme un thème récurrent, que la couleur pourpre du Grémil, Murasaki, se trouve encore dans le dernier chapitre de ce 6e livre, balisant, comme précédemment, la voie qui mène à la scène finale. Je vous invite à garder ce détail en tête, encore une fois, pour la dernière leçon, et je vous remercie. Merci, madame.